Salut à tous. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, les petits réglages habituels. Est-ce que la musique est pas trop forte? Impeccable. Salut Nikos. Salut Gab. Salut Ben. Salut Lulu. Salut Neville. Ça c'est bon. Alors. Salut Monsieur Fen, salut Sparko, salut Joe, Lulu qui était là depuis le début. On va rajouter un peu la zik. Ça c'est bon. Ça va impeccable. Salut petit coucou, je ne vais pas pouvoir rester, plus de batterie, d'accord, mais à plus. Et puis, alors moi on va rester un petit moment ensemble. Je voulais revoir avec vous les vidéos, les 3 dernières sur la chaîne Agricole. Depuis, je n'ai pas fait de live depuis ces dernières vidéos. On a pas mal voyagé en tracteur, j'ai mis un peu de temps pour m'en remettre. Et voilà. Voilà enfin arrivé le dimanche disponible pour vous répondre à vos questions et répondre aussi aux questions qu'il y avait dans la zone commentaire des 3 dernières vidéos. À la vôtre. Salut Massé Ferguson. Bon, certains d'entre vous doivent être dehors après bosser ou après vous promener, il fait très beau. J'ai lancé le live un peu plus tôt parce qu'il va peut-être être plus long que d'habitude. Donc, tiens, je vois que tu avais déjà une question, Monsieur Fent. Est-ce qu'il faut un permis poids lourd et super lourd pour être agriculteur ou pas? Merci beaucoup de ta réponse. Ta culture, elle va bien, on dirait sur la vidéo de mardi dernier. Tu pourras faire une vidéo de présentation de tout ton matériel. Alors, il n'y a pas eu de nouveau matériel depuis ma dernière vidéo où j'ai présenté l'ensemble du matériel de la ferme sur la chaîne agricole. Je l'avais appelé tour de matériel, prix de mes matériels. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là dans le chat et ça reprend la plupart des matériels et puis leur prix. Mais depuis que je suis revenu à la ferme, depuis 5-6 ans, on n'a jamais acheté de matériel. Il y a des nouveaux qui vont arriver cette année. Et depuis, rien. Donc, après cette vidéo là que je vous mets dans le chat, il n'y a pas eu grand de nouveautés. Salut Gotaga. Voilà. Donc il n'y a pas eu de grande nouveauté. On va tout de suite, là si vous n'avez pas de questions. Concernant ta question, pardon, Fent, non, je n'ai pas de permis poids lourd. Il n'y a pas de permis de poids lourd spécifique pour conduire un tracteur et un chargement derrière. Alors après, il doit y avoir des vitesses, peut-être qu'au-delà de 40 km/h et vers 50 km/h pour les tracteurs qui roulent vite. Et puis des chargements importants, peut-être qu'il faut un permis poids lourd. Mais je ne suis pas du tout expert. Mais me concernant, et vu les tonnages que je transporte, je n'ai pas de poids, j'ai pas de permis poids lourd. Alors ma récolte de luzerne pour la graine, où est-ce qu'elle va, Nico? C'est un semencier qui me l'achète. J'ai un contrat de semence, un contrat de multiplication. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Et du coup, c'est lui qui la prend, il prend tout. Il a l'exclusivité sur les quantités. Bougez pas une seconde. Hop. Il fait beau dehors, on va prendre l'air quand même. Donc il a l'exclusivité là-dessus. Et du coup, ça dépend du semencier avec qui je contracte le contrat. Hein. Il y a quelques années, ça partait pour la France. Là, cette année, ça va être à destination en dehors de la France. Donc, après, le foin, le fourrage que je vends, il va juste à mes voisins. Mais la graine, c'est des petites quantités, elles sont soit en France, soit exportées. Il a une Treston, mais sans tracteur. Ok. Donc voilà. Alors j'ai rajouté des petites informations en bas de l'écran là. On peut voir le nombre de personnes, c'est inscrit. Ça restera comme ça dans la vidéo, le nombre de personnes
que vous êtes là actuellement en spectateur. Donc il y a marqué 22. Le chiffre ne bouge pas. C'est que vous êtes toujours 22, mais normalement ça s'actualise. Et vous êtes 1045 à suivre la chaîne Twitch. Voilà les informations en bas. Salut Jack. CH. Donc, alors ça donne quoi sur la chaîne Twitch là? Est-ce que c'est bien actualisé? Est-ce que c'est cohérent? Tout. Ouais, 30, là ça passe à 30. Ouais, ça va peut-être pas être actualisé en temps réel. Ah si, ça passe, voilà, nickel. C'est génial. Donc voilà, vous êtes super nombreux, c'est cool. Allez, on va regarder les commentaires. La vidéo la plus ancienne que je n'ai pas regardé les commentaires, c'est la vidéo de l'ensilage chez Jean-Bernard, où il nous montre son chantier. Son chantier d'ensilage, elle a été très vue, très attendue aussi. Vous avez été plus de 100 000 à la regarder, c'est vraiment super chouette. Alors, Jean-Bernard, donc vous verrez dans les commentaires, il y a pas mal de questions par rapport à quel matériel il a, combien il a de cheptel, de vaches, comment fonctionne Jean-Bernard, sa rotation. Bon, je vais vous le montrer tout de suite, Jean-Bernard. Le voici, le voilà, vous le connaissez. Je pense que vous le connaissez tous. Salutations à toi, Jean-Bernard, si tu me regardes. On va se revoir bientôt parce que Jean-Bernard souhaite répondre à vos questions. Je vais essayer d'y répondre là, les questions dans la zone commentaire YouTube, mais aussi pas mal de questions que seul Jean-Bernard pourra répondre. Et je tâcherai de faire une autre rencontre avec lui, peut-être un live, pour apporter réponse parce qu'il y a plein de choses à aborder encore que je n'ai pas abordées. Donc concernant cette vidéo d'ensilage avec lui et puis tous les confrères qui étaient là, ils étaient une petite 8 ou 10 sur ce chantier. Donc vraiment, tous les messages ont fait plaisir à Jean-Bernard, il les a tous lus. C'est super chouette, beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages très sympas. Salut David, salut Ange. Et oui, il y a une remorque Mopu dans la vidéo qui ressemble étrangement à ma future remorque. Donc ensuite, mais bon, j'ai pas encore de nouvelles, elle sera peut-être livrée au mois de juin. C'était un peu ce que prévoyait le vendeur. J'attends de ses nouvelles. Voilà, il m'a l'air très pris, j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'elle va arriver avant la moisson en tout cas. Salut David, j'ai pas tout entendu, mais je me demande pourquoi Jean-Bernard n'utilise pas le télescopique. C'est vrai qu'il y a un télescope, Lulu, tu nous dis ça, c'est vrai qu'il y a un télescope sous le hangar, il a un télescopique. Ça permet de faire plein de trucs et un télescopique avec le bras. Je crois qu'il préfère tasser avec ses tracteurs, Jean-Bernard. Mais avec le télescope, ce serait possible. Voilà, le tracteur, ils ont des fourches, ces tracteurs. Il doit y avoir une fourche. Donc il fait le même boulot qu'avec le télescope. Après, c'est une question de personne. Alors, Sparko, pour répondre à la question sur la conduite du tracteur, il faut avoir un simple permis B pour pouvoir le conduire. Les gens qui n'ont pas de permis B, mais qui sont rattachés à une exploitation, ont le droit de conduire des tracteurs sans permis. Ok, merci Sparko pour ta réponse précise. C'est vrai que si tu es extérieur à la ferme, si tu es enfant de l'exploitant, il y a plus de liberté. Mais si tu es quelqu'un d'extérieur, il faut le permis. Je ne suis pas du tout expert là-dessus, j'ai vraiment parlé de mon expérience à moi. Louis, Jean-Bernard utilise de l'ensilage de luzerne pour ajouter des protéines à sa ration. Est-ce que cela permet de limiter l'apport en correcteur azoté? D'après ce que Jean-Bernard me disait, oui, il me semble que la luzerne diminue l'apport extérieur avec un correcteur azoté. Voilà, puis certains d'entre vous ont répondu. Voilà, c'est tout l'intérêt de la luzerne dans la ration. Il y a aussi, ça vient substituer aussi les graines de soja qui sont importées le plus souvent. Donc la luzerne a pas mal d'avantages. Pourquoi ne pas tasser le tas avec un rouleau plutôt qu'avec les roues du tracteur plus uniformes? Le rouleau, je pense qu'il ne serait pas assez, il y aurait trop peu de poids au mètre carré. Les roues d'un tracteur sont quand même le poids du tracteur est à un seul point. Qu'un rouleau, ce serait beaucoup plus large, pas assez de pression au centimètre carré. Donc voilà,
la plupart des éleveurs tassent avec des tracteurs hein, et puis des télescopiques. Ensuite, en Belgique, c'est un permis spécifique. Ok. Pour la conduite des tracteurs sur la route, avec les chargements. Ensuite, on avait pas mal de commentaires, quelques questions. Quels sont les critères pour arriver à un équilibre en production laitière? On est bien en production laitière, oui. Alors, c'est une bonne question que Jean-Bernard nous répondra. Comment se fait-il que certains agriculteurs ne s'en sortent pas alors qu'il a l'air d'aller correctement? Alors après, dans les comptes et dans l'économique, je ne sais pas comment Jean-Bernard s'en sort. Il a le matériel qui lui convient. Après, toutes les fermes ne se ressemblent pas. Toutes les fermes n'ont pas la même situation économique. Des fermes en difficulté et puis en très bonne santé, ce ne sont pas des généralités. C'est beaucoup plus... il y a une forte disparité des situations économiques des fermes en France. Alors voilà, Jean-Bernard ne fait pas spécialement la règle et sa situation ne fait pas la règle. Il y a vraiment des fortes différences entre régions. Nous, on est une région de plaine, on va dire, hein, par rapport aux régions de montagne, où c'est beaucoup plus difficile de produire. Ce n'est pas les mêmes productivités de production laitière. Donc, Daniel, tu es intéressé par avoir l'analyse du fourrage. Ok, c'est vrai que ça, Jean-Bernard voulait vous le communiquer. Ensuite, beaucoup de messages bienveillants, c'est cool. Super vidéo. Petite question pour ma part. Tu as vu des balles enrubannées, donc des fourrages enrubanés. En termes d'apport nutritif pour les animaux, est-ce que l'enrubanage, donc les bottes de foin, on va dire, enrubannées, un peu humides, et l'ensilage sont proches ou non? Est-ce que l'un peut remplacer l'autre? C'est une bonne question. Je pense que ça s'en rapproche. Il y en a peut-être un qui est plus sec que l'autre. Après, une question de maniabilité. Il y a une question que il faut moins d'emballage pour le tas d'ensilage. Après, la reprise du fourrage n'est pas la même. Peut-être une question de praticité et de maniabilité des fourrages. Ça, Jean-Bernard, c'est vrai qu'il pourra nous le dire. L'ensileuse n'est pas réglée comme il faut. Est-ce que cela diminue la qualité? Ouais, si l'ensileuse ne déchiquete pas correctement le fourrage, je pense que ça change sa manière d'être conservé, puis sa digestibilité. Je pense qu'il faut des brins plutôt courts pour que ça soit digestible, ou qu'il y ait une bonne digestion du fourrage. Après, au niveau de la conservation, je ne sais pas si les grains sont longs ou petits, si ça change beaucoup. Je pense que ça change aussi l'air qui va être... Si les brins sont longs, il va peut-être être plus difficile d'échapper l'air du fourrage sur le tas. Plus c'est petit, plus c'est facile, à mon avis. Donc voilà, l'ensileuse, elle a quand même besoin d'être réglée convenablement, avoir des brins à peu près longs comme ça, de quelques centimètres. Une fois par an. Quel est le prix, l'unité d'analyse? Ok, Louis, ça je ne sais pas. Avec Jean-Bernard, je pense qu'il a recensé la plupart des questions. Je retourne vers lui, mais je pense que je le reverrai après la moisson, parce que là, d'ici 15 jours, on va être en pleine moisson. Après les semis de colza, j'aurai pas le temps de le voir. Mais voilà, ça sera bientôt. Salut David, belle vidéo. Un plus beau chantier agricole. J'ai une petite question, pourquoi faire des bottes d'enrubanage? Donc ça, la même question, est-ce que l'enrubanage est meilleur? Pourquoi pas le faire? Pourquoi faire de l'ensilage en tas? C'est une bonne question. Ouais, c'est vrai que Jean-Bernard, pour réparer la roue, au début, utilise un cri de charretier. Ok, je ne connaissais pas pour la remorque. Maintenant, c'est vrai qu'on a pas mal de cris hydrauliques. Et là, c'est un cri plutôt mécanique, même mécanique, que vous avez vu. Donc voilà, ça se perd. Hein, c'est vrai que peut-être que c'est plus... Peut-être que ça traverse moins les décennies, ça est peut-être moins fiable. Une fois que c'est cassé, c'est peut-être pas facile à réparer, ça doit soulever moins de charge, ce type de cri. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Pourquoi choisir l'ensilage plutôt que de l'herbe? D'herbe, pourquoi pas enrubanage? Ok. Il faudrait avoir les valeurs alimentaires, l'ensilage pour les vaches. Ok. Ok, Nézox, on répondra à ta question un peu plus tard. On est à la moitié là à peu près. Attendez, je regarde le chat. Ensuite, à un moment, on voit une remarque vers classe. Oui, c'est une autochargeuse.
elle peut, je crois, celle que vous avez vue dans la vidéo, oui, ramasser le fourrage et le broyer. Cependant, au niveau rapidité, c'est peut-être un peu moins rapide. Puis là, pour le chantier, la remorque autochargeuse, on la voulait juste pour contenir le fourrage, mais un éleveur peut être autonome avec ce type de remorque, c'est-à-dire charger automatiquement le fourrage et puis le broyer un petit peu. Mais après, pour faire un chantier d'ensilage avec, c'est compliqué, parce que ça dépend des surfaces, mais pour remplir un tas d'ensilage, faire le chantier d'ensilage rapidement à un moment donné avec ce type de matériel, avec une seule remorque, une seule autochargeuse, c'est compliqué. Là, il faut l'ensileuse et 8-10 remorques pour traiter, pour faire tout le lot de fourrage, parce que c'est vrai que la fenêtre de temps, le moment où le fourrage est prêt à être récolté, il est court. Donc c'est vrai qu'avec une seule remorque autochargeuse, ce ne serait pas faisable. Le chauffeur avec le tracteur et l'autochargeuse, oui, voilà, il pourrait tout à fait, Gaëtan, charger tout seul. Mais après, une question de temps de chantier. À quel rendement moyen la luzerne sur cette... Quel est le rendement moyen de la luzerne? Alors, quelques tonnes, je dirais peut-être 5 tonnes là, pour le chantier qu'il y avait. Je crois que Jean-Bernard, il nous le dit à un moment donné, quelques tonnes. Il s'agit bien du métal pour le poids. J'ai une autre question. Il s'agit bien du métal pour le poids et la févrole. Non, c'est pas un métal, c'est une association de plusieurs variétés plusieurs espèces de plantes. Mais là, c'est pas un métal, c'était juste de la luzerne pure. Si tu as tes points d'interrogation, tout à fait, Edouard, tu seras dans le live du week-end. Bon live, merci, à la prochaine. Tu n'avais pas de questions. Ta question, c'était oui, tu seras dans le live. Ensuite, Alex, oui, il faudra que je vous parle de la ration. Ça, c'est Jean-Bernard qui le fera, je ne la connais pas. Pourquoi tu ne prends pas le télescope? Ça, je pense qu'il nous répondra aussi. C'est une question de praticité, à mon avis, et de sensibilité avec les engins. Alors, la traite, comment sont nourris les... Pourquoi pas la suite avec le nourrissement des vaches? Ouais, donc la ration, la traite. Alors, c'est traditionnel, je crois. Il n'a pas de robot, Jean-Bernard, pour faire la traite des vaches. Donc ça, Sylvain, on te répondra plus tard. Quels sont les avantages et inconvénients d'un mélange entre silo de maïs et un silo de luzerne? Alors, l'avantage, Jean-Bernard nous l'explique un petit peu dans la vidéo. Ça permet, en prenant dans un même endroit un fourrage de maïs et de luzerne au même endroit, c'est déjà mélangé. Cependant, la proportion des éléments n'est pas facile à calculer. C'était une question de disponibilité des silos s'il a mélangé les deux fourrages. Ce n'est pas tellement voulu. J'ai l'impression que ça a plus d'inconvénients que d'avantages d'avoir les deux aliments l'un sur l'autre. Ça ne doit pas être facile à calculer quand tu ne sais pas, quand tu stockes ton fourrage, la valeur nutritionnelle des éléments que tu stockes en même temps. Alors, il y a toujours une proportion de chaque élément difficile à juger au moment où tu récoltes. Tu n'as pas l'analyse de ton fourrage à ce moment-là. Salut GRM. Salut à tous, Régis. As-tu déjà envisagé d'enlever les cailloux de certaines de tes champs ou est-ce que c'est trop cher? Ouais, c'est trop cher. C'est clairement trop cher. On l'a souvent fait à la main. On a essayé une ramasseuse, donc mécaniser la façon, mais c'est trop compliqué. Enfin, on a ramassé beaucoup de terre avec, puis c'est des surfaces tellement importantes que bon, on pourrait faire 1 ou 2 hectares, quelques hectares par an. Aujourd'hui, je ne l'envisage pas. Je ne l'envisage pas. J'extrais vraiment que les gros cailloux. Et vu que je travaille de moins en moins le sol, les cailloux vont, je l'espère, de moins en moins poser de problème. Donc ce n'est pas un objectif actuellement de ramasser les cailloux. Il y en a beaucoup. Et je ramasse que les héros. Ensuite, il a fait beau ce jour-là, tu l'as tourné. Alors Neville, tu dois être dans le chat aujourd'hui. Je mets toujours la date de tournage dans la description de la vidéo YouTube. Donc c'était marqué, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai tourné, il faudrait que j'aille voir un petit peu plus haut, mais c'est marqué. Il va y avoir 2 semaines de décalage entre la publication et le moment où j'ai tourné avec Jean-Bernard. Est-ce vraiment bien qu'il y ait beaucoup d'eau? Ça dépend, là tu vois il est tombé, ça dépend, là au mois de mai il est clairement tombé plus de 100 mm et c'était bien, c'était étalé. Et il fallait vraiment toute cette eau, car au mois d'avril, on avait 6 mm. C'est clairement pas assez. De l'eau, il en faut.
Toujours un petit peu, tous les mois, toutes les semaines. Un petit peu. Tac, ensuite, là, il n'y a pas de questions. CAT, moi j'ai une petite question, sauf déjà dans la vidéo. Nourrit-il quelle quantité d'ensilage il nourrit ses vaches? Ok, donc on parlera ration. En rubanage aussi, ça revient souvent. Tour de ferme, Gillian. Ouais, on fera un tour de ferme avec Jean-Bernard. Je pense qu'il est un tour de ferme, je pense qu'il est ok. Ensuite, ouais, on fera le tour du matériel. Oui, il m'avait dit qu'il voudrait faire un tour de matériel. Alors, je vais vous posais. Quelles étaient les problématiques, les rendements fais-tu dans des bonnes et mauvaises années? Ah oui, pourquoi je ne fais plus de maïs? Car oui, les cours n'étaient pas très élevés sur ma ferme en maïs. C'est pour ça que je m'en suis détourné. Je préfère faire du tournesol. Mais là, les cours de maïs deviennent intéressants. Donc, pourquoi pas, excusez-moi, pourquoi pas refaire du maïs bientôt. Mais bon, pour 2022, c'est pas sûr que je refasse, mais on ne sait jamais. Je peux changer d'avis. J'ai des terres, j'ai des fonds de vallée là qui pourraient bien accueillir du maïs, mais à voir. Donc il ne manquerait pas trop d'eau dans ces endroits-là. Mais est-ce que je fais 3-4 hectares de maïs et puis une vingtaine de tournesols, 20-30? Je préfère faire du tournesol partout, équiper la batteuse juste pour une récolte, parce que le maïs, faut équiper la batteuse différemment, c'est une coupe différente, il faut avoir des cueilleurs, il faut équiper la batteuse pour juste quelques hectares qui pourraient convenir au maïs. Donc des terres suffisamment humides pour le recevoir. Je pense que je ferai plutôt du tournesol, qui lui a toujours des cours intéressants et puis des rendements intéressants aussi. Voilà pour la parenthèse maïs sur mes terres. Tac. Grégory, salut David, vidéo comme d'habitude. Petite question à Jean-Bernard, a-t-il déjà fait une analyse à ce jour de son ensilage 2019 pour comparer à la perte de valeur depuis 2 ans? Alors ça, je ne sais pas. Ouais, ça, il ne saura nous le dire, mais il ne me semble pas qu'il y a de perte de valeur depuis 2 années. Je pense que la valeur diffère en fonction de l'année, c'est sûr, mais ce n'est pas une tendance à la baisse de la valeur nutritionnelle des fourrages. Il y a la valeur en eau, là, cette année, était plus forte, donc c'est vrai qu'il y a peut-être les éléments sont un peu plus dilués. Ça ne va pas changer la valeur de la luzerne pour autant, à mon avis. Ensuite, pourquoi tu n'as pas pris de camion avec remorque surbaissée pour l'emmener? Ça, j'ai pas compris ta question, là, Ludovic. Bon, je sais pas. Salut Alex, tu le connais maintenant, comment vas-tu? Alors, Jérém, si je te connais, salut. Oui, bah on s'est vu, c'est toi, oui. Attends, mais t'as changé de pseudo, là? Dis-moi. Il me semble que t'as changé de pseudo. Du coup, je te reconnais pas dans le chat. On s'est rencontrés dans les Marais, je crois. Une ville où il y avait des marais. J'ai oublié le nom. J'ai oublié la ville étape. On s'est rencontrés pendant le Tractor Tour. Alors, c'est de la luzerne pure. Oui, Xavier. Ce n'est pas un mélange d'espèces. C'était que de la luzerne. Et puis, Thomas. On va voir. Jean-Bernard sèmera-t-il sans doute sa céréale direct dans le couvert? Non, je pense que Jean-Bernard, quand il arrêtera de produire la luzerne, il la sèmera, il détruira la luzerne. À mon avis, il me semble. Il peut aussi la semer en direct, mais il me semble que sa méthode, ce sera de la détruire. Mais il peut changer d'avis ou je peux me tromper. Mais à ce jour, j'ai pas vu Jean-Bernard, je ne crois pas qu'il associe des cultures de céréales, une orge ou un blé dans de la luzerne comme j'ai pu faire avec l'orge. Pourquoi est-ce que la finesse de hachage, je pense que ça joue un peu un rôle dans la qualité et la ration. Donc on demandera à Jean-Bernard. Merci du coup, l'ensilage de maïs, fermeté, apporte quoi de plus? Alors le maïs va apporter plus d'énergie que la luzerne. La luzerne va apporter les protéines. C'est vraiment l'essentiel des différences. Le maïs va y avoir encore du grain, va avoir plus d'amidon, va avoir vraiment plus un côté énergétique. Et puis la luzerne va apporter aussi tout ce qui est rumination et puis fibres nécessaires à la rumination des bovins.
Voilà, on arrive. C'est quoi toujours le même qui pilote l'engin? C'est toujours Mike, ouais. Je sais qu'ils sont sur l'ensileuse, sur le chantier là. Ils sont 2 chauffeurs à s'alterner. Ils vont bien connaître l'ensileuse, mais après, techniquement, tous les agriculteurs du chantier là peuvent conduire l'ensileuse. C'est spécifique, il y a un peu d'adaptation, mais chacun doit savoir comment ça marche à mon avis, hein, mais il y a souvent les mêmes chauffeurs. Pourquoi pas tasser avec des roues jumelées, donc des roues supplémentaires au tracteur? Je pense que là encore, c'est sûr, la surface de tassement serait plus large, mais le poids sur chaque roue serait plus léger. Donc, on échapperait un peu moins l'air, à mon avis, en tracteur jumelé. Et peut-être qu'aussi, oui, au niveau de la place, ça serait peut-être limitant d'avoir des roues jumelées, un tracteur très large. Et voilà pour la vidéo de Jean-Bernard et de l'ensilage. Ah non, non, oui, mais c'est bien toi, ouais, on s'est vu à Crossac. Ok. Bah, c'était cool de vous voir en tout cas, je me souviens bien de toi. Et ça fait plaisir. Il y a aussi, il n'est pas là ce soir, mais il y avait Saucisse aussi. Là, on s'est vu, je me souviens de la ville à Bernerie-en-Ré. Voilà. Et Jérém, oui, je me rappelle de toi, tu étais avec ta famille. Et c'était vraiment super chouette comme moment de parler avec vous, de vous voir en vrai et de prendre des photos et puis tout ça quoi. C'est vraiment très sympa. La team Bretz. Alors, la vidéo d'après, là donc, on était avec Jean-Bernard. On va essayer de ne pas mettre de pub là-dedans. Hop. Ouais, ah oui, j'ai changé le câble sur la moissonneuse là. Non, c'est des pubs. Le câble de passage de vitesse. On va regarder les commentaires. Plaisir partagé, carrément. Et donc, ce changement de câble, il n'y avait pas beaucoup de questions en tout cas. Oui, vous me disiez que j'aurais pu passer une ficelle avant d'enlever le vieux câble. Mais en fait, c'est tellement alambiqué que... Enfin, il y avait juste un passage plutôt de 20 cm difficile, mais c'était pas ça le plus compliqué. Non, non, avec un bout de fil de fer, j'ai pas eu besoin de passer un fil, une ficelle au câble démonté. Ça, on va le voir dans les commentaires. Voilà, c'était pas un souci, c'était pas si compliqué que ça. Ah oui, la miniature va changer. J'avais préparé ça tout propre. Tac, tac, voilà la miniature de la vidéo. Donc la batteuse, clairement, la semaine prochaine, il faut que je m'en occupe parce que dans 15 jours, elle va ronronner. Je vais tourner la clé pour commencer les orges, évidemment. Donc il faut qu'elle soit prête. Là, la coupe, elle n'est pas prête. Super vidéo, mais as-tu une miniature Non, c'est une 1680. C'est bien la 1680 que j'ai, c'est pas la 1660. Sur la photo de miniature, j'ai bien mis 1660. Ta moissonneuse batteuse est repartie pour faire 10 000 km. 10 000 heures, pardon. Au moins, au moins. Bon, elle en a que 5 000, donc ouais, je ne sais pas si elle va les faire, les 10 000. Alors ensuite, on n'avait pas beaucoup de questions de toute façon. Ça du vite, tu l'as tourné quand la vidéo? Pareil, là c'est toujours en description. Je l'avais tourné juste avant le tracteur tour, donc vers le 20, vers le 15-20 20 mai. Voilà pour la date de tournage. Ensuite, combien d'heures sont facturées par une concession pour faire le changement de câble? Bon, je pense qu'une petite heure, je pense que c'est facturé. On va dire entre 60 et 80 euros hors taxe de main-d'œuvre pour changer le câble. Donc c'est ça à peu près. Puis vu que c'est pas si compliqué, j'y ai peut-être passé 2 heures, mais bon, voilà, c'est tout à fait faisable. Gérard, toujours bon entretien. Fini le tracteur tour. Oui, c'est fini. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Ah, c'est la quarantaine. C'est pas que les nuits étaient courtes, c'est que les journées étaient longues dans ce périple. Là, salut David. Salut, là il n'y a pas de questions. Tac.
C'est quoi comme disjoncteur sur la gauche? Le type, ouais, bah, je crois que Toff, on t'a répondu. La ferme du 14 a bien répondu. Ouais, c'est l'interrupteur pour la scie à colza. C'est un petit interrupteur pour lorsqu'on récolte le colza, ça engage la scie latérale spécifique au colza. Donc c'est juste ça, le petit boîtier en plus dans la cabine qui a été adapté. La clé plate, il est où le marteau? J'ai pas compris quoi, Fox, ta question. Et oui, on utilise des clés plates. Il serait bien de lubrifier la gaine. Oui, c'est vrai que la gaine peut être lubrifiée, j'ai choisi de ne pas le faire. Il peut y avoir de la poussière qui rentre avec le temps. Il serait bien aussi de chercher pourquoi la gaine, c'est... Oui, je ne sais pas pourquoi. La gaine, c'est ouverte comme ça. Pourtant, il n'y a pas de... C'est pas un endroit où elle va choper des tiges de tournesol, des choses dans lesquelles elle peut s'accrocher. Là, vraiment, je ne comprends pas. C'est peut-être quand il y a eu de la mécanique de fait là-dessous, un outil qui a une barre, je sais pas, un métal qui est venu taper en contre, qui a endommagé le câble en dessous, pas loin du convoyeur. Je sais pas pourquoi ça s'est détérioré comme ça. La préparation, salut Kylian. C'est une année de travail abouti, c'est tout à fait... Ouais, la moissonneuse, quand elle va tourner, ce sera pour récolter le fruit du travail d'une année. Donc vivement que ça tourne et que ça soit dans les remorques. Donc ensuite, on n'avait pas d'autres questions. De toute façon, elle n'était pas bien complexe. Est-ce possible de venir? Non, Antoine, c'est pas possible. Il faut que je travaille. C'est pas possible. Ensuite, vous pouvez visiter la ferme sur YouTube. Voilà. Ensuite, alors, Shinobi a une question qui n'a rien à voir avec la vidéo. Dans sa région du Pas-de-Calais, cette année, tu vois énormément de champs de colza. Même dans le nord, c'est pareil. C'est vrai que le colza a l'air de s'installer un peu dans le nord de la France. C'est une culture qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des zones qui se découvrent des débouchés là-dedans, qui aussi le colza prend en valeur, c'est-à-dire qu'il se vend plus cher, donc peut-être que les gens préfèrent faire du colza plutôt qu'une autre culture. Donc ça, c'est au fur et à mesure des années. Et voilà, le tournesol, c'est vrai qu'il est plus cultivé dans le sud, mais aujourd'hui, je vais de plus en plus en cultiver. Là, en région centre, ça va être de plus en plus cultivé. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il fait de plus en plus sec et chaud. Donc c'est des cultures, le tournesol, qui ont tendance un peu à monter du sud vers le haut de la France. Donc voilà, c'est sans doute le cas aussi du colza. Ça peut être, en termes de cours, et sûrement intéressant de cultiver du colza dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Et ensuite, la vidéo de mardi dernier, il y a 4 jours, où je faisais un tour de plaine, un grand tour de plaine. Il y a eu quelques questions aussi. Hop là, salut les petits bonbons chocolatés. Toc. On va regarder les commentaires. Attends, je vais regarder. Vous êtes toujours là? Je parle tout seul, mais je regarde si vous avez des questions. Je regarde en parallèle. Si vous voulez rebondir sur ce que je dis, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. J'ai toujours un œil sur le chat. La vidéo de mardi dernier, tour de plaine, je vous prépare. Là, il n'y en avait pas trop non plus. Donc les cultures, elles n'ont pas trop bougé depuis le tour de plaine. Elles ont pris ici un petit peu d'eau, vous le savez. Un peu partout en France, il y a eu un gros passage pluvieux, là, milieu de semaine, début de semaine. Jeudi, je crois. Ouais, fin de semaine plutôt. C'était il n'y a pas longtemps. Nous, on a pris 28 mm. À quelques kilomètres de là, ils ont pris une quarantaine. Donc ça a pu rouler un petit peu dans les champs. Les champs travaillés avec les sols à nu, les derniers semis, ça a peut-être roulé un petit peu. Par chance, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous ai fait voir, je vais vous montrer comment se sont comportés les sols dans les champs de tournesol, dans le champ de tournesol. Et ça s'est bien tenu, hein, il n'a pas trop plu, heureusement. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, Paysan 86, la nouvelle benne. J'attends des nouvelles du constructeur. Bon. Et j'espère qu'elle va arriver la semaine prochaine, quoi.
On me l'avait promis pour le mois de juin. Alors forcément, je suis impatient. Ensuite, la vidéo de mardi dernier, vos petites questions. Voilà, là. Alors, Jérém, où il y a la luzerne, pourquoi ne pas envisager de faucher avant la récolte? Oui, l'orge dans laquelle il y a la luzerne qui repart au pied, je me suis fait déborder. Ça peut être une technique de tout faucher, de mettre en andin et de venir avec la moissonneuse quelques jours plus tard. Je ne pense pas que je vais le faire. Je l'ai en tête, mais je n'ai pas du tout sollicité mes confrères pour qu'ils viennent le faire actuellement. Je pense que je vais y essayer. Si la luzerne est trop verte, j'attendrai un petit peu qu'elle se dessèche dans l'été, puis attendre un peu que ça sèche encore un peu plus. Le risque, c'est que l'orge qui est dedans se casse, qu'elle brêle et que les épis tombent au sol. Donc le compromis ne va pas être facile. Donc c'est un champ qui va être compliqué à moissonner, ça c'est clair. L'orge se met en direct dans la luzerne. Je ne pensais pas que la luzerne passerait au travers les désherbants. Voilà. Johan, la semaine dernière, on m'a parlé d'un prix de colza aux alentours de 500 € tonne, tout à fait. Même plus que 500 €, j'ai entendu 520, 530, 540, livré après la récolte, quelques semaines, quelques mois après la récolte prochaine. Donc on peut déjà contractualiser des ventes. Et là, c'est vrai qu'on a un colza qui est beaucoup plus cher, on va dire 30% de plus que l'année dernière. Donc c'est important. Salut David, c'est pas aussi simple que ça, l'air d'optimiser. Oui, tout à fait, c'est pas facile d'optimiser tous ces choix d'itinéraire technique, c'est clair. On fait pas toujours ce qu'on veut dans les cultures. Les cultures sont saines, Fend Farmer. Si ta luzerne ne s'étouffe pas après le broyage, comptes-tu la détruire? Après la récolte, je vais voir comment elle est la luzerne. Ça se trouve, je vais la laisser dans l'orge. Si elle est toujours là, je vais peut-être essayer de faire un fourrage dans l'été. On verra. Je vais déjà essayer de sauver l'orge qui est dedans. Pierre, oui, bilan mitigé, mais mitigé plus, moyen plus, hein, l'état des cultures. On croise les doigts pour mes cultures et pour toutes celles de mes confrères, évidemment. Vous allez faire quelque chose pour les journées de l'agriculture. Moi, je ne fais rien. Aristocha, non, je ne fais rien. Hop là. Je sais qu'il y a des actions. J'ai vu que Gilles VK, dans le Loiret, va recevoir des groupes sur sa ferme ou sur sa cuma et puis traverser la plaine à pied, faire des marches, faire des randonnées, expliquer l'agriculture comme ça aux visiteurs. Et moi, je ne ferai rien. Je serai à 2 jours de la moisson, quoi. Quand tu vas... Donc clairement, ouais, pour les journées d'agriculture, je ne fais rien. Alors ensuite, pourquoi? Ouais, je fais plus de maïs grain à cause du côté économique. Hein. Alors, papa faisait 60-75 quintaux en maïs. Et donc peut-être qu'un jour je le referai. Oui. Les cours la reprennent, ça devient intéressant de refaire du maïs. C'est une bonne culture de printemps, elle est peu demandeuse en intrants. C'est un peu comme le tournesol, il y a beaucoup moins de besoin de pesticides dessus, il y a beaucoup moins de fongicides dessus. On peut réguler les bioagresseurs avec d'autres avec les trichogrammes par exemple, pour réguler les populations de pyrales, la larve d'un insecte, d'un papillon. Donc c'est des cultures intéressantes dans la rotation. Mais là, je me disperse. Ensuite, super vidéo. Ouais, merci. Là, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce utopique, Franck, d'installer des coccinelles dans les champs pour gérer la plupart des pucerons? Alors, en plein champ, sur des cultures de colza, pour gérer les pucerons cendrés qu'on a pu voir dans mes vidéos, je pense que c'est hors de portée. Je doute que les coccinelles restent dans le champ. Elles vont rester si on en met des milliers, mais elles vont assez vite se dissiper. Je pense qu'à ciel ouvert, mettre des coccinelles, ce serait utopique. Ce serait faisable, mais est-ce que ce serait techniquement, économiquement soutenable? Je ne pense pas. Alors, le tournesol, vu qu'il est attaqué par les limaces dans la vidéo, est-ce que c'est à cause d'un précédent colza? Eh bien non, c'est un précédent blé. Il faut savoir que c'est vrai que le colza,
si ça avait été la culture d'avant, le tournesol, peut être un nid, un endroit propice à conserver les limaces au fil du temps, l'année suivante, donc aujourd'hui pendant le tournesol. Mais ce n'est pas le cas, la terre était très pourvue en limaces, malgré que c'était un précédent et que c'était un blé avant. Voilà, il y avait gros de limaces. Ensuite, alors, Nézox, dans les champs, là, cette semaine, là, je vais broyer les bordures de champs. Entre le fossé et le champ, il y a toujours 1 mètre où il y a des mauvaises herbes qui poussent, que je vais empêcher de grainer. Donc, je vais les broussailler. Je vais aussi préparer la batteuse. Je vais aussi réparer avec l'overcrop. Je vais vous faire voir quelques... C'est des bêtises. Ouais. Je vais réparer le covercrop. Je vais vous faire voir quelques photos. Je l'ai démonté, là, vous avez vu sur Facebook. Et il y a un peu de boulot, mais moins que j'imaginais. Donc, ça va se faire. Concernant le cover crop. Est-ce qu'en France, vous fauchez de temps en temps le colza? Ah ouais, faucher le colza avant de le faire rentrer dans la batteuse. Oui, ça se fait en culture, en technique agriculture biologique. J'ai des confrères qui le font, vu qu'il n'y a pas que du colza et que la culture est quand même encore verte avec les plantes indésirables. Il la fauche, comme ça tout ça sèche et il passe le tout ensuite dans la batteuse. Après, nous, la culture de colza, elle est suffisamment sèche dans la partie haute. Après, le bas des tiges est peut-être vert, mais on fait rentrer dans la batteuse que le haut. L'ensemble est relativement sec, donc on passe tout dans la batteuse d'un coup. Mais la technique de fauche, ça se fait aussi, et pas qu'au Québec. Donc salutations Anto, salutations au Québec. Ensuite, on avait pas mal de questions quand même. Bertrand, quelles est l'épaisseur de terre dans mes terres séchantes? On va dire 25 cm de limon avec des cailloux, donc terre séchante. Et en dessous, on a une épaisseur d'argile très orange par endroit, très blanche par endroit. Donc assez peu de terre arable. La terre arable, c'est la partie de terre qui est fertile et dans lesquelles les plantes se plaisent bien à pousser, à produire. Et c'est cette terre qui a mis des millénaires à se construire, qui est l'érosion de la roche-mère, qui est un mélange aussi des argiles, de plein d'autres éléments, des sables. Daniel, la luzerne me donne peu d'espoir. Est-ce que c'est valable? Non, je pense que je vais la détruire. Le champ de luzerne où elle est très peu dense, je vais la laisser car cette année, je me suis engagé à mettre une luzerne, à avoir une surface d'intérêt écologique auprès de l'Europe, auprès de l'administration. C'est une surface que je dois garder cette année en surface d'intérêt écologique. Donc, je vais la garder. Mais elle ne va pas me produire, elle ne va rien me rapporter. D'accord, nous, on investit dans une nouvelle presse. C'est une Macal. On va la mettre en route mercredi, normalement. Ok, du nouveau matériel. J'ai déjà vu la luzerne dans du blé, il y a beaucoup de pertes. Ouais. Donc là, ça concerne mon orge dans la luzerne qui est encore là. Alors, je te conseille de régler ta machine comme si tu battais de nuit. La machine qui a moissonné les blés avec la luzerne était une 2188. Alors, je pense que ça pourrait marcher pour une 1680. Ok, ouais, je pense que de toute façon, je vais la régler. Je ne vais pas serrer beaucoup le batteur. On verra bien, il y aura peut-être de l'impureté. Parce que clairement, la luzerne, quand elle va passer dans le rotor, ça va faire de la filasse. Ça va un peu faire du bouchon. Donc, je vais peut-être pas être regardant sur la qualité récoltée, mais je vais essayer de sauvegarder un maximum de graines comme ça. Salut. As-tu eu une année de récolte excellente? Je ne sais pas encore, Sébastien. Ça fait beaucoup une bonne tripotée. Ouais, ça fait pas mal, Romain. Ça fait une bonne tripotée. Là, tu parles des semences de mon semis de plantes mellifères dans un petit coin de la parcelle. D'ailleurs, ça doit être en train de pousser là actuellement. C'est pas encore en fleurs, mais bientôt, cet été, ce sera en fleurs. J'avais un patron qui faisait du veau de boucherie en paillage. Il prenait de la paille de colza, ça se fait encore. Je ne sais pas, Romain, si la paille de colza se fait encore pour la litière des bovins.
Mais sûrement, sûrement. J'ai vu des pailles de maïs aussi, en Amérique, ça se fait. Paille de colza, sûrement. Elle arrive quand la benne? Je ne sais pas, Clément. Dans le mois de juin, normalement. J'ai pas de date. Alors, bonne question, Fabien. En parlant de l'ergot, comment en tant qu'agriculteur tu le maîtrises? Alors, eh ben, c'est à ça que servent aussi les fongicides que l'on applique pour gérer les maladies, principalement septoriose, parfois fusariose, donc maladie des épis de blé, ça va les contenir, mais aussi en choisissant des variétés qui ont fait leurs preuves par rapport aux maladies, et puis à leur faculté à ne pas être porteuse de ce genre de champignons, mais aussi on essaye d'avoir un minimum de plantes hautes comme le vulpin, c'est-à-dire des plantes indésirables dans les blés qui peuvent transmettre l'ergot au blé. Ça passe aussi la limitation de l'ergot par l'allongement des rotations. Si on faisait que du blé, on favoriserait et on installerait les familles, le champignon. Et puis la présence de champignons dans les grains, il y a une tolérance. On arrive à trier ces graines d'ergot. Mais bon, il ne faut pas qu'il y en ait un certain niveau, sinon les lots sont exclus de certaines filières, ou parfois clairement déclassés, clairement détruits, car l'ergot est un gros problème. Donc en tant qu'agriculteur, c'est les principaux premiers leviers que je viens de te dire pour s'en écarter. Sur la première luzerne, s'il n'arrive pas à faire quelque chose cette année, vu l'état de la parcelle, où elle a la luzerne très très faible en densité, est-ce que ça vaut pas le coup de passer à la charrue? Oui, ça pourrait être une solution de passer à la charrue ou de la détruire chimiquement après l'automne, et puis de faire, je pense, une culture de printemps dessus. Donc voilà, Fabien, bon courage, merci à toi. Ah oui, puis concernant la luzerne, qui viennent, quand il y a de la luzerne sur l'exploitation, chercher la luzerne en fourrage, eh bien, je les connais personnellement, puis on s'entend sur un tarif sur pied, parce que je la vends. Ils viennent, c'est eux qui s'occupent de tout, ils viennent la faucher, ils viennent la récolter. Donc voilà, c'est tout à fait, c'est des copains, donc on s'entend bien. Après j'ai pas cherché, on peut essayer de vendre ces fourrages en passant des annonces sur Internet. Donc c'est tout à fait possible. Ensuite, là il n'y a pas de questions. Salut Vincent. Petite question, pourquoi ton désherbage d'automne n'a pas fonctionné? Alexis, c'est une bonne question, il y a une part d'inexplicable. La matricaire, cette plante indésirable au milieu de la févrole, elle s'est déclenchée à la sortie de l'hiver. Alors non, c'était pas des rongeurs, Flag, salut. Non, c'était pas des rongeurs, c'était je pense un accro du câble il a pris un coup à un moment donné. Et puis, concernant la paille de colza utilisée pour les veaux, tu l'utilises, toi, Jack, pour pailler une couche en couche profonde. D'accord, donc tu vas peut-être la mettre en dessous de la paille de céréales. Non, je pense que Nésox, non, je pense la moisson de blé, on commencera comme d'habitude, peut-être entre le 5 et le 10 juillet. Par contre, les orges, à mon avis, au 20 juin, on va y être. Voilà pour vos questions dans le chat. Ouais, j'ai fait le choix de ne pas faire la vidéo trop longue. 36 minutes, je trouve que c'est long pour une vidéo YouTube. Par contre, c'est court pour expliquer tous les aspects, c'est clair. Et puis, Alexis, pour revenir au désherbage matricaire, alors, il faut savoir que je n'ai pas pu faire un programme désherbage. J'avais la contrainte sur cette parcelle je ne peux pas employer certains produits à la gamme des herbicides. J'ai pu en utiliser un seul, c'était le Nirvana, alors que des fois, on peut l'allier avec du challenge de désherbants en même temps et qui permettent de contrôler ces plantes-là. J'ai pu utiliser un seul de ces deux-là qui est autorisé parce qu'il y a un cours d'eau pas très loin, protégé par une bande enherbée, mais malgré cela, si je voulais utiliser tous les herbicides à la gamme, il faudrait que j'ai un dispositif végétalisé d'une vingtaine de mètres. Aujourd'hui, il fait 5 mètres. Donc, partant de ces contraintes, de cet état des lieux, j'ai pu utiliser un produit, mais il n'a pas fonctionné
ou peut-être il a fonctionné, il y en aurait peut-être plus si je ne l'avais pas utilisé. Voilà. Donc là, j'espère que... C'est vrai que la févrole pousse beaucoup, elle est très très épaisse là. Et du coup, je pense qu'elle fait de l'ombre à la matricaire qui se développe peu. J'espère qu'une fois que la févrole aura défolié, qu'il n'y aura plus de feuilles, que la matricaire, j'espère qu'elle ne va pas prendre le dessus et fleurir et puis devenir très verte et très très difficile à passer dans la moissonneuse au moment de la moisson de la févrole. Mais là, la févrole, ce que je trouve intéressant, c'est que les graines sont à plus de 20 cm du sol. Donc cette année, les graines sont un peu plus hautes que d'habitude. Donc je vais peut-être pouvoir couper assez haut sans perdre de graines. Parce que l'idée, c'est de ne pas aller trop bas et d'aller chercher les mauvaises herbes. Voilà. Ça. Ensuite, il a plu beaucoup, ouais. Il a plu 30 mm. JD. Donc c'est pas mal. Et surtout que c'est tombé en 1 heure de temps. Donc ça a pas mal flotté. J'étais sur Tours aussi à un moment donné, il y a eu de la grêle. Il y a eu des vignes de détruites sur les communes de Vouvray et Chancey. Ça a cassé des rameaux de 1 ou 2 cm, ça les a complètement brisés. Donc clairement, il n'y aura pas de vin sur certaines communes, sur certaines parcelles. Par chance, on est passé au travers. L'année dernière, on n'a pas eu cette chance. Tous les colzas avaient grêlé. Enfin, les 3/4 des colzas avaient grêlé sur la ferme, à hauteur de entre 20 et 40%. Donc ouais, les périodes d'orage, c'est pas bon pour personne. C'est bon pour personne. Ensuite, bonjour, le vulpin est-il limiteur de rendement? Oui, François, le vulpin, quand il y a plusieurs pieds au mètre carré, clairement, il pompe l'eau, les éléments nutritifs qu'il n'y aura pas dans le blé. Donc c'est un facteur limitant de rendement pour le blé, ça c'est sûr. Après, dans quelle proportion, je ne sais pas. Salut David, quand tu optimises les coûts, moi je sème un scipan, donc Matisse, et si tu fais la même étape, mais au lieu de semer avec ton semoir anti-limace, tu le sèmes avec ton semoir centrifuge en engrais. Ah oui, là tu parles de semer des cultures intermédiaires, pièges à nitrate, avec un différent semoir. Oui, bah, ça existe, on peut semer des cultures intermédiaires, plantes à nitrate, avec piège à nitrate avec mon semoir anti-limace. C'est tout à fait possible et j'ai déjà fait il y a plusieurs années. J'avais semé un peu d'avoine avec, je ne sais plus trop. Mais ça dépend, si les graines sont petites, oui, ça peut être un semoir qu'on peut faire avec cet outil. Le semoir anti-limace, il peut semer des graines, tout à fait. Tac, 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 là il n'y a pas de questions. Le vulpin a tendance à engendrer plus d'ergot aussi. Ouais, tout à fait, hein, atelier agricole. Une rénovation du tracteur 1400? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le 1400, il ne fait pas non plus trop d'heures. Et je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Ce sera plutôt le 956. Salut, ouais, ça va impeccable, Greg. Ça va impeccable. Ça sera le 956 que je referai la cylindrée à un moment donné. Je ne la ferai pas tout seul. Hein. C'est vrai que papa va m'aider. C'est des choses, la mécanique quand même qui est compliquée. Il y a des choses que je ne suis pas capable. Hein. Mais clairement, ça sera à faire. J'aurais aimé avoir un professeur comme toi. Bravo, j'aimerais te poser une question. Christophe, tu nous demandes, es-tu embêté par les pucerons sur les févroles? Non, j'en ai pas vu. Si oui, comment? Eh bien, il y a des insecticides. Alors après, à la floraison, oui, il peut y avoir des insectes qui gênent. C'est des insecticides, hein, clairement. Après, les pucerons, j'ai une tolérance. Il y en avait peut-être, je ne les ai pas vraiment cherchés. Compte tenu des potentiels de rendement en févrole, voilà, je ne mise pas non plus, je ne mets pas beaucoup d'intrants sur la févrole. J'ai même pas mis de fongicide sur la févrole, alors qu'il est préférable d'en mettre un. Mais j'ai vu quelques taches, mais pas beaucoup. J'ai vraiment pas mis beaucoup d'intrants dans la févrole, quoi. J'ai mis du 0,20-20, j'ai mis phosphore potasse. Mais voilà, j'ai mis sur les colzas, il y avait pas mal d'insectes, des pucerons cendrés. Mais pareil, ils n'avaient pas atteint le seuil de 2 populations, 2 colonies au mètre carré. Je suis passé, je ne les ai pas fait. Hein. Même les bordures où il y avait peut-être plus que 2 colonies au mètre, je ne les ai pas fait. J'ai pas mis d'insecticide.
Alors, combien il y a d'épillés sur l'épi de blé, Ascot, Césario et Macaron, donc les 3 variétés? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, de compter clairement le nombre de grains qu'il peut y avoir dans un épi, parce que ça donne une idée de la productivité des blés. Faut lier à ça le nombre d'épis au mètre carré que les variétés sont capables de faire. Mais compter le nombre de blés sur un épi, ça donne ses caractéristiques et son potentiel de l'année, car le nombre de graines varie en fonction des années aussi. Ok, car on voit qu'il fume bleu, ouais, il démarre bleu au démarrage, le 1455, c'est clair. Ouais, de toute façon, il y aurait... Voilà, le matériel est quand même ancien, donc tout mériterait d'être refait. Voilà, tout mérite, mais il faut trouver le temps. Écoute, dans l'ensemble, ça a l'air plutôt bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Comment as-tu désherbé ton tournesol? Oui, bonne question, Pierre. Alors, le tournesol qui est semé avec la luzerne, eh bien, c'est un tournesol spécifique. Il est Clearfield, ça s'appelle. Il a cette caractéristique, ce sont des variétés de tournesol qui ont été isolées car ils se sont rendus compte que certains désherbants, à ces variétés de tournesol-là, certains désherbants herbicides ne leur faisaient rien. Du coup, ils ont été isolés, sélectionnés, multipliés. Et ça permet de désherber luzerne et tournesol avec certains herbicides. Et en l'occurrence, c'est le pulsar qui permet de désherber cette double culture. Donc c'est un itinéraire herbicide différent d'une culture de tournesol où il n'y a pas d'association avec la luzerne. Voilà pour la spécificité. 5 kg de luzerne va-t-il suffire pour faire une production de fourrage? Oui, il y a même quelques années, on avait fait de la luzerne semence, pareil, mais avec 2 fois moins de semences. Je crois que c'était 2-3 kg de semences de luzerne, c'est très peu. Alors que pour produire un fourrage, pour de la luzerne semée pour faire du fourrage, on est plus sur des 20, 25, 30 kg au semis. Le fongicide sur blé, c'est contre quoi? La septoriose. Oui, tout à fait, Pierre-Alain. Ça a été pour contrôler la septoriose, cette maladie du feuillage du blé. Salut David, pourquoi semer de la luzerne fourragère dans les terres à silex? Dans les terres à silex, il n'y a pas grand-chose qui marche. C'est sûr que je ramasse les cailloux pour éviter, lorsque les éleveurs viennent chercher le fourrage, de casser leur matériel. Donc, ils évitent de tailler. Ils prennent en compte le risque de casse avec les cailloux. Donc, c'est sûr, il faut que je peut-être un petit peu moins bas que dans des terres sans cailloux. Mais bon, il faut bien que je fasse quelque chose dans mes terres. Et connaissant la limite des terrains, elle est prise en compte dans la fauche. As-tu essayé de semer plus de grains, Jack O'Neill? Non, pas vraiment. Je me base sur les statistiques, sur les essais de la région faits par les chambres d'agriculture, faits par ma coopérative pour me caler mes populations de grains, semis de blé, semis de colza, semis d'orge. Là-dessus, ils ont fait des essais, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait l'expérimentation en amont de mes semis. Moi, je pars sur 240 graines de blé au mètre carré dans des terrains limoneux. Je mets plus de 300 graines dans les terrains argileux parce que l'expérimentation, leurs essais qu'ils ont faits sur des terrains équivalents, laissaient entendre, à rapporter que c'était les populations optimales de semis. Donc c'est pour ça que je me base là-dessus. Je ne vais pas partir à faire mes propres essais. Ça pourrait être intéressant, mais est-ce que je verrai vraiment des choses différentes par rapport aux essais qui ont été faits par des professionnels? C'est pour ça que je ne pars pas dans de l'expérimentation comme ça, qui peut me demander, qui demande clairement du temps. C'est vraiment ça le problème dans nos métiers, c'est le temps. Donc voilà pour vos questions que vous avez sur les vidéos. Finalement, j'ai réussi à les passer assez rapidement. J'espère que ça vous a appris des trucs supplémentaires. Je voulais vous faire voir aussi quelques photos. Puis là, je vous regarde dans le chat, évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions. On va regarder quelques photos de ce qui s'est passé sur la ferme, dans ma vie, ces 3 dernières semaines depuis le dernier live. On l'a fait le 16 mai, le live ici. Et donc, ça c'est une photo, voilà, on était dans les marais, sûrement pas très loin de Crossac, Jérém, ou plus du côté, je ne sais plus si c'était le Morbihan aussi.
on a croisé voilà, pas mal d'exploitations laitières. On en a visité une, on a logé aussi voilà, chez l'habitant, chez des exploitants. Et c'était très sympathique. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait sur notre paysage. On a vu plein de trucs. Ensuite, là, on va revenir à la ferme un peu plus. Je vous avais fait voir aussi il y a quelques jours comment lever le tournesol. Ça fait un moment qu'il lève, hein. On la semé début avril. Donc voilà, dans la partie la plus sympa, la plus jolie, la mieux levée, une partie en pente. C'est pour ça que la photo est penchée. Donc là, on a du tournesol suffisamment chaque mètre carré. Il ne manque pas de pied, hein. Par contre, dans la partie haute du champ, c'est une autre histoire. Il manque un pied sur deux à peu près. Bon, on croise les doigts, évidemment. Ensuite, ah oui, je voulais faire voir, dans cette partie du champ de tournesol où il y a la luzerne, et bien là, la luzerne, vous la voyez, elle est au premier plan. Elle est déjà à quelques centimètres de haut. Le tournesol est un peu plus haut, il va passer au-dessus de la luzerne. Mais les deux sont déjà en train de s'associer. Donc c'est cool. Ensuite, là c'est parti, hein, le semis de la luzerne à 1 cm de profondeur était tout à fait correct. La levée, c'est un succès. Le tournesol un peu moins, mais la levée de la luzerne, c'est chouette. Donc allez, c'est parti. On est parti pour 3 années de production de cette luzerne. Là, chaque pied de luzerne va rester au sol un bon moment. Parce que c'est une culture pérenne, ce n'est pas une culture annuelle. C'est une culture qui va rester plusieurs années. Donc Greg, ouais, tu nous dis fumée bleue au démarrage, ce n'est pas très méchant. Quand c'est au travail il faut s'inquiéter, ok. Il faut s'inquiéter d'un tracteur qui fume au travail. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont chauds, ils vont pas être. C'est plus le 956 qui va fumer un peu bleu, même s'il est chaud. Le 1400, lui, il fumera plus. Mais le 956, il fume bleu. Il y a clairement des huiles qui passent dans les échappements. Et c'est pour ça qu'il faut que je rajuste l'huile souvent. Il y a aussi une petite perte en eau aussi, de refroidissement. Aussi, j'ai visité une plateforme de recherche et de sélection végétale, particularité blé tendre. C'est une entreprise qui sélectionne aussi, qui crée des nouvelles variétés dans plusieurs autres espèces, une trentaine. Et là, je me suis intéressé au blé tendre. Il y a des micro-parcelles derrière moi. Elles se comptent par milliers. Je les ai vues. Je n'ai pas pu toutes les prendre en photo. Mais derrière moi, en face de moi, tout autour, c'est des milliers d'essais, des milliers de tests. Et c'est impressionnant. Je vous ai préparé une vidéo là-dessus. Et puis, je suis super impatient de vous la partager. Elle dure longtemps, mais il y a plein de choses à expliquer. Voilà. Ensuite, je me suis occupé de la chaîne de la moissonneuse cette semaine. Je n'ai pas changé les pignons, j'ai vraiment changé la chaîne qui était archi morte. Bon, là, c'est simplement la chaîne derrière et puis la tâche rapide que je m'apprête à engager. Voilà pour les petites nouvelles. Et puis, attention, l'état de l'essieu du couvercle. Vous voyez un peu comme il est mangé. Il y a un truc qui n'est pas normal. Vous voyez le décrochement, la partie qui bouge dans son emplacement, c'est la partie graissée noire. Et normalement, le diamètre de cette partie-là est le même que la partie gauche rouge. Et donc, au fur et à mesure du temps, la matière s'est érodée, elle est partie. Alors, la pièce est d'origine, elle n'a jamais été rattrapée, elle n'a jamais été comblée en matière. Là, je pense qu'on va recharger. Il y a il y a entre 5 mm et 10 mm de matière qui est partie. Au moins, donc ça va être sérieux comme réparation. Donc voilà ce qui va m'occuper les quelques jours qui viennent. Donc voilà, vous n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui. La remorque, elle arrive ce mois-ci, d'après ce que mon fournisseur me dit. Mais il ne m'a pas dit le jour encore. Ouais, je ne sais pas. Mais de toute façon, vous le saurez, je vous l'ai dit, hein, je vais vous assommer de vidéos, ça c'est sûr, sur comment elle marche, quelles sont ses spécificités, faire un petit tour du propriétaire. J'ai très hâte en tout cas de la recevoir. Donc voilà. Ça c'est sûr. Pareil pour l'outil d'échauffage, je suis impatient de vous en donner des nouvelles. Salut Rulox.
Je ne sais pas. Oui, j'ai porté mon choix, JD. Oui, j'ai des idées sur ce que je veux, mais je vous tiens, il n'y a rien d'officiel. Voilà, Loulou, c'est pareil, voilà, même réponse. Donc voilà, bientôt des nouvelles, vous en saurez plus, ça c'est clair. C'est clair. Bon, finalement, je ne suis pas resté tant de temps que ça à vous expliquer les commentaires de la vidéo des 3 dernières semaines, des 3 dernières vidéos. J'ai essayé de passer vite. Pardon. Il y avait beaucoup, c'est pour ça que ça ne devait pas être agréable non plus. Vous m'avez écouté parler. Je vous ai quand même lu dans le chat vos quelques réactions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions là sur ou échanger, me dire comment vous allez. Voilà, on est là pour ça. Et là, je vais rentrer dans une période, c'est vrai que je m'y vois déjà là dans la moisson prochaine. Dans 15 jours, là, les orges, elles sont en train de tourner couleur, elles sont en train de toutes jaunir. Et je ne me sens pas prêt. Et du coup, cette semaine, il faut que la batteuse soit prête, tout soit prêt, car sinon, je vais mal dormir. Mais clairement, j'ai hâte de couper les premières orges, de couper tout ça, de voir les résultats, de voir si j'ai été efficace, voilà, de faire le bilan de tout ça. Ça... Tac. Voilà. Attendez, je reparamètre le live. Donc vivement les moissons, évidemment. La moisson, clairement, vu comme les orges sont en train de tourner le 20 juin, on sera dans la batteuse. Et ça fait plaisir. Alors j'aime pas trop cette période, c'est la météo en fait que j'aime pas. C'est quand il se met à faire des 40 degrés, là je supporte plus. J'aime bien quand il fait beau et puis qu'on moissonne, mais alors la chaleur... Ah ok, merci Dotsfar. Ok. Donc comme si on moissonnait de nuit. C'est vrai que la batteuse, on moissonne rarement de nuit, on va moissonner jusqu'au moment où l'humidité tombe. Donc c'est à la tombée de la nuit, entre 22 et 23 heures. La paille commence à avoir du mal à être digérée par la moissonneuse. Donc il faudra peut-être que j'écarte, peut-être écarter l'espace de battage. Donc on verra pour récolter cette orge dans la luzerne. J'ai hâte de faire le bilan. Et j'ai hâte que le champ soit moissonné, d'avoir tout passé dans la moissonneuse. Ça donne quoi? Toutes les cultures, elles paraissent belles. Ouais, ça donne un bon état général, pas mal sale, comme on dit, avec pas mal de plantes indésirables, pas mal de mauvaises herbes, les désherbages qui n'ont pas très bien fonctionné, les désherbages d'automne sur orge qui ont bien fonctionné, sur blé où il y a des vulpins résistants qui passent au travers. Donc clairement, on n'est pas bon, je ne suis pas bon partout, mais bon, c'est comme ça. On va allonger la rotation, je vais continuer le tournesol dans la rotation, bien désherber cette culture, d'avoir un tournesol, pourquoi pas un maïs plus tard, je ne sais pas quand, avoir ces cultures de printemps pour bien régler les problèmes de désherbage, régler les vulpins dans un tournesol, c'est pas compliqué. Vincent Rousseau, salut! Alors j'ai des jachères, oui, c'est les bandes enherbées, elles vont être en jachère. Et sinon, non, j'ai pas de surface complètement dédiée, j'ai pas de parcelles qui sont jachères. Donc voilà pour la culture, les cultures en général. Tu désherbes comment les blés à l'automne, avec quel produit? Alors je vais te le dire, c'est vrai que je ne vous ai jamais donné les programmes de désherbage, mais ça va être quelques... je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises. Toc, donc je désherbe à l'automne, hein, ça c'est sûr. Et puis je fais quelques rattrapages. Là j'ai fait 2-3 hectares de rattrapage avec de l'axial pratique. Sur des vulpins et des faux avoines. Alors ensuite, les blés à l'automne en programme de désherbage. Donc il va y avoir, je ne vais pas vous donner exactement les doses, mais je vais utiliser les produits qui se nomment Compile, Trooper. On va avoir, donc ça va être la base, voilà. Ça va être la base. Après, sur orge, je vais utiliser le produit qui s'incorpore, Lavadex. Voilà.
Non, voilà, c'est la Valex, c'est ça, qui n'est pas utilisable actuellement sur le blé, mais qui a une bonne efficacité sur orge. C'est vraiment sale. Pourquoi ne pas faire un pré-nettoyage comme tu avais déjà fait avec de la févrole? Oui, tout à fait. Donc, l'allongement de la rotation avec la févrole et les tournesols, c'est tout à fait un objectif. Par contre, ça reste, voilà, faut se l'avouer, c'est des cultures qui sont des cultures de vente avec lesquelles on fait assez peu de marge. C'est sûr, c'est des leviers agronomiques, mais ce n'est pas tellement des leviers économiques pour faire du revenu. Mais au fur et à mesure des années, du temps, bah, ça devient des leviers indispensables pour pouvoir s'en sortir agronomiquement et puis, par conséquent, économiquement, avoir des cultures de blé propres, des cultures d'orge propres. Axial pratique, c'est nul pour les vulpins. Attends, je confonds avec Axial pratique, ouais, sur les folles avoines, j'ai dit. Et puis, ça c'est en rattrapage. J'ai utilisé pour les vulpins, j'avais des taches de vulpins, je n'ai pas utilisé l'axial pratique. Alors là, on va aller là. J'ai utilisé. Je vais voir sur le site IFI de l'ANSES. Ah oui, l'Altes Pro. Fenova Super. Ouais, ça c'est vrai que j'ai jamais utilisé. C'est quoi la molécule? C'est vrai qu'au niveau de la chambre d'agriculture, on va avoir ce type de préco. C'est du Phénaxaprop Cliquintosette Mexil. Ok. Donc, bah oui, on est sur base Fenova Super, c'est axial pratique. C'est les mêmes molécules. Donc voilà. Il te reste quoi à préparer sur la batteuse? La coupe. J'ai des doigts amovibles, escamotables, là, de la vis sans fin, qui sont cassés. J'ai le petit guide aussi dans lequel les doigts circulent qui est cassé. J'ai des sections et des doubles doigts là, de coupe à changer. J'ai des couteaux et puis les couteaux de broyeur, les contre-couteaux à vérifier. J'ai une courroie, j'ai une chaîne d'élévateur à retendre. Je veux la nettoyer, la passer au Karcher, la passer au nettoyeur haute pression, la mettre toute propre pour ensuite la ressalir. Mais ça permet de jeter un coup d'œil à l'ensemble aussi, de bien la laver et de faire un petit tour de propriétaire. Des fois on trouve de la tôlerie qui se dessert, des petites vis qui se desserrent. C'est ça. Alors le Fosbury, je vais plus utiliser après la Valex sur orge. Tout à fait. Nat, ouais, bonne question. Les volumes, c'est-à-dire je peux déjà me positionner à la vente sur certains volumes de blé et d'orge et je l'ai fait à hauteur de 20-30% de mes volumes estimés. Ici, bah, je voudrais bien avoir Diesel une prochaine remorque. C'est prévu, normalement je la reçois au mois de juin. Mais là, elle n'est pas derrière moi, je ne vous la montre pas. Donc c'est que je ne l'ai pas reçue encore. À mon plus grand malheur. Mateno, c'est quoi ça, Mateno, comme produit? C'est comme le Procluse, l'antilope, ok, Flufénacette. C'est comme le Fosbury, ça, le Flufénacette, Fosbury. Il en a, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça va être plus sur orge. Puis Avadex, mais c'est compliqué à intégrer au semis. Mais c'est quand même efficace sur vulpin. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est efficace à l'automne. Bienvenue à tous qui nous rejoignent. Le jardin se porte bien. Ouais, mais j'en fais pas beaucoup, moi, de jardin. Je vais refiler mes patates douces qui sont ici à la famille pour qu'ils les cultivent dans leur jardin. Voilà. Mais ils se portent bien. Les tomates arriveront bientôt dans l'été. On va se régaler. Aujourd'hui, c'est la saison des fraises.
je peux vous dire qu'on se régale. C'est clair. Et puis c'est très productif des fraises, hein, quand c'est bien entretenu, quand c'est bien fait. C'est très bon. Ah oui, bah oui, tout à fait, il y a les contraintes de sol drainé. Ouais. Le sujet de la vidéo de mardi. Alors mardi, on a... j'entretiens les bords les chemins et les bords de champs. Débroussaillage, elle est prête. Mais bon, j'ai été pris par la flotte, donc je suis passé à un autre travail. Vous verrez après. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Hein. Et ça permet de faire un tour de champ dans les tournesols. Donc il y aura un peu de tout dans la vidéo de mardi prochain. Donc voilà. Et voilà, il y a au moins 15-20 minutes de vidéo, il me semble. C'est ça le projet. Après, la vidéo du mardi d'après, elle est aussi en construction. J'espère vous parler de la sélection végétale. Sélection des plantes. Donc voilà. Bon, ben voilà, je vais vous dire à bientôt. Finalement, je pensais passer plusieurs heures pendant ce live. Il faut avouer que vous êtes sûrement, pour ceux qui n'êtes pas là, vous êtes sûrement partis dehors à vous promener. Il fait tellement beau. Je vous ai pris un horaire beaucoup plus tôt que d'habitude. Avant, je lançais le live à 19h. Et là, je l'ai lancé à 17h. Tac, je vous ai pris de surprise. C'est quoi la date pour les broyer les jachères? Alors là, oui, clairement, les jachères en Indre-et-Loire, c'est du 16 mai jusqu'au 30 juin, je crois. Alors après, ça dépend des départements. Donc, tout ce qui est bande enherbée, tout ça, les jachères, c'est compliqué hein, de les faire après cette date-là. Donc voilà. Et bah là, après, les contours de champs et les chemins, c'est possible si c'est pas jachère. Il faudrait que de se faire avoir une heure fixe. Bah, disons que c'est difficile. C'est déjà difficile de prévoir les journées où je suis disponible pour faire un live. C'est compliqué. Je suis en train de prendre mes marques là. Le dimanche, ça me convient bien, mais après pour l'horaire, je suis en train de le moduler. Je trouve que 19h pour moi, ça m'emmène après tard dans la soirée. Je profite plus trop de mon dimanche. C'est vrai que c'est très engageant de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en live. Là, j'ai l'impression que 17h, lancer à 17h, là, je trouve ça pas mal. Par contre, c'est clair, vous êtes occupé à autre chose, vous n'êtes peut-être pas devant votre tablette. Et la Mopu, Mathis, je ne sais pas encore, c'est pour le mois de juin. Donc JD40, tu vois, dans ton département, tout à fait, les dates d'interdiction de broyage des jachères, c'est du 1er juin au 15 juillet. Donc ça, c'est pour objectif de protéger la faune sauvage. Alors, est-ce que je ferai des lives pendant la moisson? J'aimerais beaucoup, Rudo. Je vais essayer. 17h, Dots, parfait. Ok, ça roule. Bon, ça va convenir à certains et puis pas aller à d'autres. Là, on avait Alex dans le chat, mais il est parti. Je pense qu'il est parti faire sa sieste. Vous voyez, pour Alex, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas, 17h. Ah, c'est le 45, ok. Loiret. Ouais, bah dans la vidéo de Gilles, oui, on avait vu, il en parlait un peu de ces dates d'interdiction, d'autorisation de broyage. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vais laisser le live 2 semaines sur la chaîne Twitch et je vais le mettre ce soir sur la chaîne YouTube en parallèle pour qu'il reste pour toute la vie, pour qu'il mémorise vos échanges, vos questions et tout ça. Voilà, bah, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je vais continuer d'en profiter aussi. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs. Je continue de vouloir ces Twitch, des moments d'échange avec vous, mais aussi avec des personnes qui pourraient intervenir dans le live. Là, je ne me suis pas du tout préparé encore une fois à interroger quelqu'un, mais on le fera. Voilà, on persévère. La dernière fois, c'était avec David Fèvre, viticulteur dans Champagne. C'était cool. Mais je vous avouerai, la période de notre balade en tracteur, le tracteur tour, m'a beaucoup mobilisé. J'ai vraiment accusé le coup. Il fallait vraiment que je me mette à jour du boulot. Et c'était très compliqué de tout faire. Mais clairement, je regrette que les journées ne fassent pas 48 heures au lieu de 24. Salut, donc merci Mathis, merci Loulou, salut JD. Au plaisir, à très vite. On se refait ça, je l'espère, dimanche prochain.
ou l'autre d'après. J'essaierai de vous en faire un avant la moisson pour vous dire comment je suis prêt. Et voilà, bonne soirée. Salut, salut à tous. Profitez bien de cette journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao!